Vous m'entendez bien? Voilà, c'est parfait. J'essaie de parler fort parce que c'est un plafond de Troisième République et la chaleur comme les paroles s'envolent. Donc j'essaie d'être bien votre chevalet, messieurs et dames. Voilà. Bien, je vais vous présenter les messieurs et les dames qui sont autour de la table. On va dire que nous sommes majoritairement des hommes, je ne le dis pas, mais nous avons l'honneur et la chance d'avoir le lieutenant Nadia Bojoli, qui est l'adjointe chef du service de sécurisation des 5e et 6e arrondissements, qui suit les services de la BAC, qui est également le service de la brigade de nuit, donc c'est très important, je la remercie d'être là, avec le commissaire Léo Worms, qui travaille actuellement au commissariat du 5e et 6e arrondissement, qui va prendre un autre poste dans les prochains mois. J'ai deux responsables de la police municipale qui sont en civil, et c'est pour mieux se fondre dans la population. Monsieur Filière, Éric Filière, que je remercie beaucoup de son action continue sur le nord du 6e arrondissement. L'homme qui connaît à peu près toutes les terrasses par cœur, donc celles qui dépassent, celles qui se tiennent bien, celles qui se tiennent moins bien, celles qui pourraient mieux se tenir. Voilà. Et avec lui, on a mis en place la bande blanche de la rue de Bussy. On reviendra dessus tout à l'heure, on ne va pas se limiter à la rue Bussy, parce que sinon on pourrait y passer la nuit, même des jours entiers, et comme on ne maîtrise pas le temps qui passe, on va parler d'autres sujets qui nous permettent de nous aider. Monsieur Étienne Jean-Alphonse, qui est le responsable de la police municipale du 6e arrondissement, qui va bientôt s'installer dans les murs de la mairie du 6e arrondissement. Je le remercie. À ma gauche, j'ai M. Jean-François Vincent, qui est le directeur général adjoint des services et secrétaire général adjoint de la mairie du 6e, qui est en charge de l'espace public, c'est-à-dire qu'il m'aide beaucoup sur l'espace public. Il est le correspondant naturel de M. Jean-Alphonse, de M. Filière, de M. Graal, qui est à côté de M. Vincent, et qui est le pape de la propreté dans le 6e arrondissement. Et je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Et puis M. Landreville, qui est l'ingénieur de la voirie, alors qui va partir dans quelques instants, mais il m'a infusé pendant 2 jours, donc je sais à peu près ce qu'il a dans la tête, parce qu'il va descendre dans 20 minutes au conseil de quartier de Notre-Dame-des-Champs, qui se réunit à la même heure, un peu dans une autre salle. Et je salue la première adjointe qui vient à mes côtés, Chantal Lambert-Duras, et nous serons rejoints dans quelques instants par Charles Fauvert, qui est l'adjoint chargé de la sécurité. Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas là, car il n'y a jamais de bonne date et jamais de bonne heure, asseyez-vous, docteur. Merci de votre présence. Et si donc quelqu'un tombe tout à l'heure, écoutez-moi pour intervenir. C'est une réunion qui est captée, c'est-à-dire qui est filmée et qui sera donc mise sur le site de la mairie du 6e arrondissement assez rapidement, comme le sont les conseils d'arrondissement, comme le sont les SICA. Je voulais vous signaler, c'est une bonne chose. Alors je vais parler dans un premier temps, pas trop longtemps, contrairement à certains hommes et femmes politiques qui vous saoulent. Et ensuite, bien sûr, j'essaierai de répondre avec Chantal Lambert-Duras, avec les messieurs et dames à vos questions. Peut-être, monsieur le commissaire, je vous laisserai peut-être avec madame Bojoli commenter les chiffres de la sécurité sur le 6e arrondissement. Et je voulais vous remercier, puisque même si les cambriolages sont un fléau à Paris, les chiffres sont un peu meilleurs ces derniers mois dans le 6e arrondissement, sauf en ce qui concerne les COMEX, mais vous nous expliquerez pourquoi. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, puisqu'on reprend un peu le cycle des réunions de dialogue et d'information que nous avons au cours des dernières années, et que nous reprenons que la crise sanitaire avait bien sûr totalement empêché, que nous avons pris l'année dernière, et
que nous reprenons selon un autre format. Merci à mon directeur de cabinet qui est au premier rang et qui lui aussi l'interface sur la sécurité, la voirie, la propreté avec M. Vincent. Nous reprenons là sur tout ce que j'appellerais la partie nord du 6e arrondissement, ce qui correspond aux 3 quartiers Monet, c'est-à-dire de la place Saint-Michel jusqu'à la rue Dauphine, ou ensuite Dauphine ou Seine, de Seine à la rue des Saints-Pères, le quartier Saint-Germain-des-Prés, et qui va des quais de Seine, en gros, jusqu'au boulevard Saint-Germain, ont été les secteurs Dragon qui s'y ajoutent, et le quartier Odéon, qui est un quartier important par la superficie, puisqu'il va de l'avant de la mairie du 6e, c'est-à-dire de la place Saint-Sulpice, jusqu'au boulevard Saint-Michel, en allant en haut, en intégrant le Luxembourg. Il y a peu d'habitants au Luxembourg, c'est vrai, mais en allant jusqu'à Port-Royal, puisque les allées d'observatoire, les jardins d'observatoire sont intégrés dans le quartier Odéon. Et au sud, au nord plutôt, le quartier Odéon s'achève au niveau du boulevard Saint-Germain, où là, il y a une frontière commune du boulevard Saint-Germain avec le quartier Monet, puis un peu plus loin, on retrouve le quartier Saint-Germain-des-Prés. Donc, est exclu là le quartier Notre-Dame-des-Champs, que je réunirai vraisemblablement au premier trimestre 2024 dans la même formation, puisque nous aurons à ce moment-là pas mal d'informations à donner. Voilà ce que je... Alors, ce sont donc des quartiers résidentiels, mais aussi, comme vous le savez, très touristiques, animés fortement pendant l'été, avec une grosse fréquentation d'ailleurs qui se poursuit actuellement en raison du beau temps, en raison d'une certaine retour des touristes, marqué également par la coupe de rugby. La coupe de rugby, c'est vrai que le quartier de la soif, entre guillemets, cette princesse Calais Bizarre, est fortement concerné par la coupe du rugby. Et c'est un quartier, bien sûr, où se côtoient riverains, habitants, entreprises, commerçants. C'est pas un quartier de bureau, c'est un quartier où se trouvent en revanche des professions libérales, et c'est un quartier aussi où se trouvent également des locaux qui ont peut-être qui ont eu tendance au cours des dernières années et qui vont avoir davantage tendance dans les prochains mois à éventuellement abriter des touristes venant pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et à cet égard, je vous le dis tout de suite, j'émets des avis défavorables sur toutes les demandes de transformation de logements en meublés touristiques si ce n'est pas accompagné d'un accord de la copropriété, ou s'il n'y a pas de copropriété, si les personnes ne motivent pas leur demande. C'est-à-dire si quelqu'un me dit que je suis obligé pour des raisons financières de transformer mon appartement de propriété en meublé touristique parce que j'ai besoin de cet argent pour un parent qui connaît, qui est dans la difficulté, dans la souffrance, qui a dû intégrer un EHPAD, une maison de retraite, etc. Si on me le dit, là, je peux, et qu'on me le prouve, même si je ne suis ni policier, ni juge, ni commissaire, ni enquêteur, là, je changerai d'avis. Mais sinon, si c'est une demande sèche, et d'ailleurs, je tiens à vous dire que pratiquement toutes les demandes de conversion que je vois actuellement sont des demandes de professionnels de la location touristique, de sociétés ou de gens qui essaient d'acheter des appartements pour les convertir. Mais l'achat est parfaitement possible. Mais en revanche, dans l'achat, le vendeur ne peut pas exciter d'une conversion automatique en logement en meublé touristique, puisque cette conversion est soumise à l'accord de la mairie de Paris et de la ville de mairie d'arrondissement. Et pour, si vous voulez, là-dessus, être parfaitement transparent dans cette affaire, toutes les forces politiques représentées au Conseil de Paris, du Parti communiste jusqu'à LR, et sont d'accord sur cette situation. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne doit pas, si vous voulez, convertir au logement touristique, c'est bien. Je vous rappelle qu'en tant que propriétaire,
vous avez le droit actuellement de louer votre logement 120 jours dans l'année. 120 jours dans l'année. 120 jours, c'est considérable. Ça permet de louer en juillet, en août, ça permet de jouer. Et la conversion en meublé touristique, c'est bien sûr très lourd, puisque ça se traduit par des années venues constamment, des sociétés spécialisées qui font venir, qui succédent à un couple de Japonais, qui succèdent à un couple de Brésiliens, etc., avec des valises qui abîment les parties communes, et souvent qui introduisent dans des immeubles des causes d'insécurité, des causes d'intemporité, bref, sauf si c'est très bien géré. Sauf si c'est très bien géré. Si c'est très bien géré, ça doit se faire avec l'accord de la communauté. Vous avez compris? Je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais déjà développé dans le passé, mais comme le temps a passé, je le redéveloppe aujourd'hui dans la perspective des Jeux Olympiques, mais rien ne nous empêche de louer votre appartement pendant les Jeux Olympiques dans le cadre d'un contrat de location, enfin dans le cadre de 120 jours, sans transformer votre logement en meublé touristique. Ça vous paraît clair? Donc après, si vous voulez, alors également, si vous entendez parler de transformation sauvage en meublé touristique, vous me faites un blanc, comme on disait dans la police il y a quelques décennies, et dans ce cas-là, je regarderai, je ferai regarder, éventuellement on transmet, on fait des signalements, etc. Et également, le service technique de l'habitat de la ville de Paris qui fait effectivement des vérifications. Sur la sécurité et la police, on viendra, je voudrais avoir le commissaire agir jusqu'au bout. En grosses opérations prévues dans ces quartiers pour les prochaines années, je voulais vous dire que nous nous félicitions des travaux que menait l'Institut de France sur la rue Mazarine et sur la rue Seine. C'est quand même une très belle opération. Bon, ça a été long pour les immeubles qui se trouvent rue Mazarine, mais c'est une opération nécessaire, réfection des toitures, réfection des murs et surtout reprise de toute l'intersection à l'angle de la rue Seine et de la rue du Square, qui se trouve à cet endroit-là, donc à l'intersection de la rue Mazarine et de la rue Seine. Je rappelle que la librairie Roger Violet s'est maintenue au début des dernières années, on a été très attentifs. C'est une magnifique librairie spécialisée en photographie et elle est dans un local de la ville de Paris. Je vous rappelle d'ailleurs à cet égard que quand le domaine privé a été vendu, le maire de l'époque, qui date ici, c'est toujours difficile de parler de soi, avait obtenu effectivement du maire de Paris de l'époque que si les logements étaient vendus, la ville de Paris conserve les commerces situés au bas des immeubles. C'est comme ça qu'on a réussi à maintenir un écosystème culturel qui est quand même assez remarquable et qui est constitué massivement de galeries, de magasins d'antiquités, c'est principalement, ou de galeries. Ça concerne la rue Jacob, ça concerne la rue de Seine, ça concerne la rue de Lille, toute la rue de Lille, évidemment, ça concerne la rue Bonaparte. Et maintenant, ces locaux sont gérés d'une seule main par la CEMAEST, qui est une société d'économie de la ville de Paris, dont je suis d'ailleurs administrateur, à titre gracieux, je le signale, parce que maintenant on est dans une transparence totale, mais ça me permet d'avoir un œil, effectivement, sur les modifications, sur les changements de titulaires de ces baux. On reste attentif au retour de la statue de Voltaire, qui n'est toujours pas revenu, qui devrait revenir. Alors, là, on dépend du ministère de la Culture, puisque en réalité, c'est une statue qui appartenait à l'État. On est sorti à demi par le haut, puisque finalement, le ministère de la Culture a décidé de faire 2 statues de Voltaire. Il y en a une qui est partie à Ferney-Voltaire, qui a été réinstallée, et il y a une seconde qui devrait revenir dans le square Honoré Champion, en espérant bien sûr que les jets de peinture rose qu'on avait agrémentés au cours des dernières années cessent, parce que c'est toujours une sculpture assez fragile. Mais j'ai un monsieur très sympathique dont je tairai le nom, qui est prêt peut-être à relancer une cagnotte pour faire une statue en bronze de Voltaire, ce que j'avais essayé d'obtenir au ministère de la Culture, ce qu'il a refusé. Et j'avais également soumis mon idée à Xavier Darcos, à Hélène Carrère-Darcos, qui nous a malheureusement quittés. On est bien sûr très attentifs au retour de la statue de Voltaire.
Il va y avoir aussi une grosse opération, ça concerne la rue d'École de médecine, où on va rénover à la suite du couvent des Cordeliers ce qu'on appelle l'amphithéâtre Saint-Côme. Ça, c'est la régie immobilière de la ville de Paris, propriétaire de ces bâtiments. C'est derrière le couvent des Cordeliers. Il va y avoir une nouvelle résidence étudiante dans les étages, gérée par la RIVP. L'amphithéâtre Saint-Côme, qui est un très bel amphithéâtre avec un bulbe qui date de Louis XV, va être rénové et va s'installer dedans l'académie, ponctuellement, partiellement, l'Académie de chirurgie, qui va d'ailleurs revenir dans ces lieux, puisqu'historiquement, c'était l'Académie royale de chirurgie qu'avait créée Louis XIV, après une opération compliquée. Il avait opéré une fistule par un chirurgien de l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, il en a réchappé et il a décidé effectivement de consacrer un lieu à la chirurgie qui jusqu'ici était exercée, était un art impie, et d'ailleurs se trouvait à cet endroit-là un cimetière, en quelque sorte, un cimetière où les corps étaient ensevelis, à peu près à cet endroit-là. Bon, bien sûr, le terrain a évolué depuis lors. On a connu, bien sûr, une situation autrement pire à la faculté des Saints-Pères, avec le scandale, effectivement, du centre de dons, qui donne lieu actuellement à des multiples procédures pénales. Et ça, c'est une autre affaire. Le presbytère de Saint-Germain-des-Prés et l'entrée de Saint-Germain-des-Prés fait actuellement l'objet d'une opération de rénovation ravalement, grâce à un budget participatif qui avait été voté il y a quelques années. Et là, je voulais remercier particulièrement Chantal Lambert-Grâce, qui suit avec attention le quartier Saint-Germain-des-Prés et qui est aussi responsable de la très belle aire de jeu pour enfants qui a été implantée dans le square d'Hermel à l'été et qui ravit nos chefs Edmond et Brune. Sur l'étude des pages, la librairie emblématique de Saint-Germain-des-Prés a été sauvée, mais nous n'avons pas été exempts de polémique, malheureusement. Elle a été rachetée par le groupe Vivendi-Bolloré, et je vous confirme qu'il n'y aura pas uniquement, comme certains ont voulu faire croire, des livres ou de Karl Marx ou d'Éric Zemmour dans la vitrine. Si vous écrivez un livre, vous aurez peut-être le droit de voir ces collections. C'est une librairie de notion emblématique. J'ai rencontré récemment Vincent Bolloré, qui avait souhaité me voir, et je lui ai d'ailleurs même demandé d'envisager de racheter les murs de la librairie, puisqu'en réalité, une des pages subissait quoi? Elle subissait le fait qu'elle avait un mur relativement élevé. La librairie, l'édition, c'est un métier compliqué. J'attends une raison d'instaurer le prix du livre il y a maintenant 40 ans. Et il se trouve que la concurrence des librairies par Amazon, la concurrence, le fait que les plus jeunes d'entre nous maintenant ne lisent plus de livres, lisent sur leur tablette ou sur leur téléphone portable, fait peser sur les librairies par définition une certaine force. Et on reste un quartier de livres, puisque dans un autre quartier, on est en train de voir l'arrivée d'une nouvelle librairie d'Albin Michel qui va s'implanter, alors ça, dans le quartier Notre-Dame-des-Champs, mais c'est une bonne nouvelle. On restera, on va aussi conserver le théâtre du Vieux-Colombier. Je vous dis tout parce que j'étais assez inquiet sur le théâtre du Vieux-Colombier, qui est une seconde scène de la comédie française, qui fonctionne bien, mais qui était menacée par un projet de Théodule un peu bizarroïde, qui était dans la cité du théâtre, sur le site des ateliers Berthier. C'est un sujet assez complexe, que je ne dévoilerai pas. Il était abandonné par le ministère de la Culture. Si la Comédie Française avait une troisième salle sur le site du 17e, à la périphérie de Pantin, ça aurait remis en cause le maintien du Vieux-Colombier, puisque le budget de fonctionnement de la Comédie Française ne pouvait pas, si vous voulez, forcément faire face à la gestion de 3 salles de théâtre. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, comme quoi le bonheur des uns fait le bonheur des autres, le bonheur du 6e arrondissement fait le bonheur voilà. On reste bien sûr, alors, j'ai parlé du patrimoine culturel, le patrimoine culturel aussi, le patrimoine culturel qui fait partie du patrimoine culturel, qui fait partie du patrimoine plus court. Je ne passe pas ma vie dans les églises, ni dans les cimetières, comme ça, mais
il faut effectivement entretenir le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que nous a légué nos anciens et nos anciennes. On a une église, l'église Saint-Sulpice, qui est une des plus grandes églises de Paris, qui joue le rôle maintenant de cathédrale de remplacement et qui va continuer à la jouer, puisque, en gros, Notre-Dame réouvert ses 1800 places, Saint-Sulpice c'est 2500, et ensuite la troisième église qui fait à peu près 1500 ou 1600, puisque toutes ces églises maintenant font l'objet de protocoles de sécurité, c'est-à-dire que la préfecture de police impose des jauges à ne pas dépasser. Donc Saint-Sulpice, ça reste un lieu majeur pour les grandes cérémonies de tout type. Vous savez que la cérémonie en image à Jacques Chirac a eu lieu à Saint-Sulpice. Il y avait d'ailleurs beaucoup de chefs d'État étrangers. L'autre raison, c'est parce qu'on sécurise plus facilement Saint-Sulpice. On peut faire rentrer par la rue Palatine, on peut faire rentrer par derrière. Bon, bref, maintenant, il faut entretenir Saint-Sulpice. J'ai rencontré récemment l'adjointe au maire et la directrice des affaires culturelles. Je lui ai dit, la ville de Paris ne peut pas passer son temps à mettre des filets sur Saint-Sulpice. Surtout qu'au bout d'un certain temps, les filets se distendent et les pierres tombent. C'est ce qui s'est passé. On a eu 2 alertes cet été. Une pierre qui est tombée rue Saint-Sulpice, une pierre énorme, plusieurs kilos. Heureusement, personne ne passait. C'était un filet qui avait été posé il y a 20 ans sur une corniche qui s'est distendu. Les pierres sont passées à travers. Et au mois de fin juillet, nouvelle alerte, une touriste néerlandaise qui est passée là, c'est une pierre moins importante, mais tombant de très haut. Le filet a été mis sur la corniche haute de Saint-Sulpice, qui lui a rasé le museau. Elle a eu une chance extraordinaire. Elle serait passée un peu plus rapidement, elle était tuée nette. Donc, j'avais dit à Bertrand Delanoë, monsieur le maire, les pierres ne volent pas, mais elles tombent. C'est la responsabilité pénale de la mairie de Paris qui est engagée sur cette affaire. Donc, il faut absolument que la mairie de Paris, qui a cartographié, qui a spectrographié la façade de Saint-Sulpice, fasse le nécessaire sur la façade. Et bien sûr, on est à la recherche, on essaie de monter en liaison avec le de la paroisse un fonds de dotation qui nous permettra peut-être d'aller chercher un peu d'argent à l'étranger, qui permettrait après de s'attaquer à l'intérieur de l'église. Là, il y a 17 chapelles, on progresse. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des fautes à se faire pardonner, et un peu d'argent, il y a de moins en moins d'argent, et des fautes qui sont commises, vous nous les envoyez, ils pourront nous aider à restaurer une chapelle. Une chapelle, c'est à peu près 350 000 €. C'est à peu près 350 000 €. Donc après, si vous donnez davantage, on peut donner davantage. Une chapelle et demie. Voilà ce que je voulais vous dire globalement sur le quartier. Je vous propose peut-être maintenant de passer la parole à monsieur le commissaire, qui va évoquer les problèmes de sécurité, les statistiques de sécurité, puis après je vous passerai la parole au conseil du quartier. Voilà. Et je reviendrai après sur les opérations Embellir Paris, c'est-à-dire les aménagements de rue de Tournon, rue Jacques Callot, rue de Seine, et on fera aussi un mot sur le Bussy pour ceux qui s'intéressent. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je propose de faire un petit exposé, un petit bilan de la sécurité sur notre arrondissement. On va faire ça à 2 tours. Que vous dire? La particularité de cet arrondissement, vous savez, notre commissariat s'occupe du 5e et du 6e arrondissement, il reste typiquement le bureau de police qui est distribué pour le 6e arrondissement. Donc l'activité policière est surtout concentrée sur la nuit. 55% de notre activité se passe la nuit. On entend par la nuit de 21h à 6h du matin. Donc c'est une particularité de cet arrondissement. C'est dû au fait que c'est un arrondissement qui est très touristique, avec une activité de restauration et de boissons qui est assez importante. Ce qui donne lieu à une physionomie de la délinquance un petit peu particulière pour ce qui est de la délinquance de voie publique, avec un certain nombre d'ivresse publique et manifeste, de tapage
sont liées à l'activité de nuit, que ce soit les restaurants ou les débits de poissons, ou au passage de nombreux touristes. Et aussi la présence de beaucoup d'indésirables, ce qu'on nomme indésirables, c'est-à-dire SDF et marginaux qui s'ancrent et se stationnent à certains endroits de l'arrondissement. La présence de ces SDF et marginaux est surtout à mettre en lien avec la présence massive de touristes, parce que du coup ils s'adaptent à la population, à la physionomie globale. Je vais vous donner des ordres d'idées, je vais vous donner des chiffres, mais on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres. Globalement, ce qui est du 6e arrondissement, là je parle bien uniquement du 6e arrondissement, je n'ai pas descendu au niveau des trois quartiers Saint-Germain, Odéon-Monet, mais pour le 6e arrondissement, on a une baisse des attentes aux personnes, et c'est tout ce qui concerne l'attente physique des personnes. On a moins de 40 faits par mois pour ce qui est du 6e arrondissement, c'est en recul par rapport à l'année dernière sur les cumuls, en recul à peu près 10%, et globalement ça touche essentiellement les touristes. Et on est souvent dans cette attente de personnes ce qu'on appelle les vols à l'arraché, c'est-à-dire vols de sac ou de biens par quelqu'un qui passe, qui nous arrache votre bien. Voilà, donc on a de bons chiffres pour ce qui relève des attentes aux personnes. Pour ce qui relève des attentes aux biens, donc les vols sans violence, et puis tout ce qui est cambriolage, on a aussi une diminution des attentes aux biens. Alors comme M. le maire l'a souligné très justement, il est vrai que si les chiffres du 5e et du 6e arrondissement sont de bons chiffres par rapport à l'ensemble de la capitale, on a une augmentation du nombre de cambriolages des établissements commerciaux. C'est-à-dire qu'on a une diminution des cambriolages, des vols par effraction de résidences principales, enfin personnelles, mais on a une augmentation des cambriolages d'établissements commerciaux. Il y a une précision à faire sur les cambriolages. Ce qui est important, c'est que souvent les cambriolages des logements, des habitations se font souvent en journée, pendant l'absence des locataires ou des propriétaires, alors que les cambriolages de locaux commerciaux, c'est beaucoup la nuit. C'est ça la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on a une grosse activité de nuit. Non, pas de souci. Et donc, M. le maire vous a promis qu'on aurait une explication à cette augmentation des cambriolages de résidences principales. À défaut d'une explication totale, on a quand même, on observe un effet de la propagation du phénomène des mineurs non accompagnés. Mineurs non accompagnés qui ont sévissaient initialement plutôt sur le 16e arrondissement, puis ils ont traversé la Seine, sont passés sur le 7e, le 15e, et puis par capillarité se retrouvent aujourd'hui sur le 6e arrondissement. J'espère demain pas sur le 5e, mais bon, j'ai peu des problèmes qui passent aussi sur le 5e. Il y a beaucoup de commerces sur les 5e et 6e arrondissements, et on explique, en tout cas, le chiffre et les interpellations que l'on peut faire montrent que très souvent ce sont ces mineurs non accompagnés qui forcent les commerces en vue de rechercher des fonds de caisse ou des bons. On a cependant, en parallèle de cette augmentation, cette légère augmentation du cambriolage d'établissements commerciaux, on a une augmentation de l'élucidation du cambriolage. Pour 2023, cela signifie que nos enquêteurs retrouvent les cambrioleurs. Donc, les identifient, les interpellent dans la mesure du possible. Donc ça, c'est une bonne dynamique qui montre aussi que c'est un phénomène qui est pris en compte par les forces de police, et il y a une intensité d'enquête qui est mise sur la résolution de ces cambriolages.
Ceci dit, ça reste une nuisance assez importante, notamment pour les commerces, mais aussi pour les habitants, puisqu'on est tout à fait conscient que ça crée une ambiance qui n'est pas forcément très positive. On observe une diminution des vols au bloc. Ce que l'on nomme vol au bloc, c'est le fait que les véhicules personnels sont forcés. Les vols au bloc, ça vise les voitures. Donc, quand les voitures, le mode opératoire est en général de casser un déflecteur, entrer dans la voiture et puis voler ce qui se trouve. Le but d'un vol au bloc n'est pas de voler une voiture. On a une diminution des vols au bloc sur le 6e arrondissement. Sur le 6e arrondissement, pardon. Donc ça, c'est une bonne chose, mais on a une augmentation des dégradations volontaires. Alors, il faut savoir que c'est évidemment pas que je vais apprendre, mais le 6e et le 5e arrondissement sont régulièrement sur les trajets de manifestations, de journées nationales d'action, et de fait, ces dégradations volontaires qui sont observées sur le 6e arrondissement sont en fait issues des exactions sur le matériel qui sont commises lors de ces journées nationales d'action. Mais ce n'est pas propre au 6e arrondissement, c'est que le 6e arrondissement est régulièrement traversé par des manifestations qui, quand elles dégénèrent, font l'objet de casses matérielles, c'est-à-dire dégradation des façades de commerce et dégradation des véhicules. Concernant l'activité qui est à l'initiative des services, donc, comment fonctionne la police? Vous avez une activité qui est due au fait que la population requiert la police. Vous arrivez, vous venez déposer plainte, vous avez un problème, vous appelez la police, et puis l'activité à l'initiative de la police, notamment des unités qui sont dirigées par le lieutenant de police. On a une augmentation de 25% sur les infractions liées aux stupéfiants. Ça signifie que d'un contrôle plus, ça ne signifie pas qu'il y a plus de stupéfiants, ça veut dire qu'on appuie sur le problème des stupéfiants, on contrôle, on interpelle, on sanctionne plus qu'en 2022. Je vous fais une précision, je pense que vous devez être un peu au point d'actualité. Quand on parle de délinquance des stupéfiants, dans le 6e, comme on disait, il y a beaucoup de débits de boissons. Et lors de soirées, il y a beaucoup de consommateurs qui se font livrer. Donc en gros, le mode opératoire que les effectifs de la BAC repèrent régulièrement, c'est des consommateurs qui sont soit à domicile, soit dans des bars, soit dans des restaurants, et qui veulent se faire livrer des stupéfiants sur place. Et donc les livreurs, ce qu'on appelle souvent Uber Eats, pardon, au lieu de se faire livrer la nourriture, ils se font livrer des stupéfiants. Donc, lors de ces transactions, souvent les effectifs de la BAC et les effectifs cibles de chez nous arrivent à beaucoup interpeller les vendeurs et les acheteurs. Et il y a aussi une autre délinquance, c'est justement tous ces vendeurs, quand on dit qu'on a beaucoup de contrôle, tous ces vendeurs se déplacent soit en voiture, soit en scooter, maintenant ils se déplacent aussi en trottinette ou à pied. Et la plupart des collègues ont l'habitude, ils repèrent leur comportement. Donc souvent il y a des contrôles en amont. Avant qu'il y ait des transactions, les collègues ont l'habitude de contrôler les vendeurs, les trafiquants, avant les transactions. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse. Après, ce n'est pas spécifique au 6e, c'est spécifique à tout Paris. Parce que le mode opératoire est vraiment spécifique à la ville de Paris. Et parce que on a des consommateurs, on a une demande, et du coup, on a beaucoup de vendeurs. Un tout petit focus sur le 6e arrondissement, qui est un arrondissement qui a beaucoup de restaurants et de boissons. On a une unité de police administrative qui n'est pas représentée ici, mais que M. Godet connaît bien, mais pas beaucoup. Donc on travaille main dans la main avec la mairie, les services de la mairie, les services de la police municipale, les services de l'hygiène de la préfecture. Et on a augmenté ces contrôles de police administrative de tous ces restaurants et de boissons
de plus de 57%, et ça ira à l'approche des Jeux Olympiques en augmentant, notamment sur le volet hygiène, la politique de la préfecture relayée par le commissariat du 5e, du 6e arrondissement et de service unité de police administrative, et soit zéro tolérance concernant l'hygiène. Voilà pour le focus global et général sur la sécurité du 6e. Ça me va très bien. Alors, vous l'avez compris, les mineurs non accompagnés, ça nous dépasse. Ça veut dire qu'il faut que dans ce pays, on essaie de gérer un peu mieux les filières migratoires et bien évidemment les problèmes spécifiques des mineurs non accompagnés. Donc, je rappelle d'ailleurs que beaucoup d'entre eux ne sont pas des mineurs. Il faut que la mairie de Paris accepte de travailler la main dans la main avec la préfecture de police, comme je le fais moi dans le 6e, afin que ces mineurs soient, si vous voulez, détectés, accompagnés socialement, mais également responsabilisés. Puisqu'actuellement, ces mineurs sont souvent arrêtés, mais relâchés immédiatement, puisqu'on ne connaît pas, ils changent de nom, on ne connaît pas quelquefois leur nationalité, comme le dit Chantal, mais surtout leur âge. Et à partir du moment où s'ils sont mineurs, ils sont lâchés. Ils sont lâchés, ils continuent. Donc, si vous voyez, c'est excessivement difficile. C'est une population excessivement difficile, excessivement vulnérable. Certains sont d'ailleurs sous l'emprise, non seulement malheureusement, à vivre dans la rue et à se nourrir de rapines, sont sous l'emprise de substances toxiques et également sous l'emprise de chefs de gang éventuels. Donc, c'est une vraie difficulté qu'on connaît. Et c'est un problème qu'il faut effectivement essayer de traiter, comme l'a très bien dit le commissaire et Madame de Bojovic. Souvent les attaques de commerce se font de très bonne heure dans la nuit, en pleine nuit, ou éventuellement de très bonne heure le matin. Monsieur, s'agissant de la DPMP, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voulais signaler que la DPMP, c'est assez important, a mis en place, en liaison avec la mairie du 6e, une permanence sécurité et prévention à destination des seniors. Elle a démarré récemment, c'est tous les mardis de 10h30 à 12h dans le bureau des permanences, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, dans la cour de la mairie. C'est-à-dire vous rentrez dans la mairie, vous passez ce qu'on appelle le pont-levis, vous tournez à droite, à gauche c'est les passeports, à droite c'est le bureau des permanences, c'est également le centre d'action sociale. Et là, c'est Monsieur Feit et Monsieur Hayati qui tiennent cette permanence. Voilà, donc c'est bon à savoir, ça fait partie des choses qu'on décline. Et la police municipale, travaillant en liaison bien sûr avec la police nationale, chacun dans leur domaine d'action respectif. La police municipale, c'est plus les incivilités. La police nationale, c'est tout ce que vous avez expliqué, Madame Bojovic, et le commissaire Rouamps. Et bien sûr, pour les zones que je qualifierais de grises, c'est-à-dire entre les deux, ou si des sujets qui méritent une action conjointe, il y a éventuellement des actions conjointes. Et par exemple, on va essayer de développer dans les prochaines semaines, notamment sur le secteur Bussy, où il y a des problèmes d'orchestre intempestifs, on va essayer de développer des actions plus incitatives avec éventuellement confiscation d'instruments. Dans le passé, d'ailleurs, on l'a fait. On avait d'ailleurs, je me rappelle d'un commissaire qui avait une collection de tam-tams assez impressionnante. Alors maintenant, c'est moins des tam-tams, c'est plus des synthétiseurs, parce que tam-tam, fallait taper beaucoup dessus. Il y avait des tam-tams sur la passerelle des Arts. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et le tam-tam sur la passerelle des Arts, le bruit suivait l'eau. Donc, au Pont-Neuf, on entendait fortement les tam-tams de la passerelle des Arts. Après, il y a eu les cadenas sur la passerelle des Arts, bon, etc., etc. Voilà, on en a terminé. Je vous propose peut-être de démarrer les questions. Alors, je voulais peut-être juste avant signaler en matière d'opération de voirie que la rue de Seine s'est terminée, la rue Antoine Dubois s'est terminée, la rue Toustain-Félibien s'est terminée. Rue Toustain-Félibien, il y a des arbres qui vont être plantés cet hiver. Il va y avoir une grosse opération qui va démarrer rue de Tournon
entre octobre et le printemps 2024, mais là avec plantation d'arbres l'hiver suivant. C'est une très belle opération qui va consister à élargir les trottoirs sans supprimer le stationnement, élargir les trottoirs surtout dans la partie haute, puisque la rue de Tournon, ça s'évase, hein, ça monte, c'est en entonnoir, hein, ça dépend comment on prend la rue et quel côté. Et c'est une opération qui a été faite en liaison parfaite avec les architectes du monument historique. Le Sénat a été consulté puisqu'on se retrouve juste en face du palais. Et je peux vous dire que ce seront 12 magnolias de Kobe qui seront plantés, qui ont une amplitude limitée, c'est-à-dire que ça monte que jusqu'à 10 mètres. Et comme les trottoirs seront élargis, ça sera pas à proximité des fenêtres, puisque certaines personnes avaient peur que ça soit des plantes un peu invasives. Non, ce seront ni des baobabs, ni des platanes. Ce seront des magnolias de Kobe. Et Monsieur Vincent est en train de contacter tous les syndics d'immeubles et de copropriété pour rassurer effectivement les propriétaires ou les locataires de la rue de Tournon sur cette affaire. Et la rue Jacques-Callot sera normalement, je dirais, traitée en début d'année prochaine. Là, on a pris un peu de retard puisqu'il a fallu se rapprocher des 2 propriétaires des statues ou des œuvres d'art qui se trouvent rue Jacques-Callot, c'est-à-dire le pied qui se trouve là. C'est un vrai pied, hein, c'est le pied, non, c'est un vrai pied qui est en statue, qui appartient à une galerie, et également la statue de d'Armand, qui avait été implantée d'ailleurs de façon sauvage il y a une trentaine d'années, qui s'est vue en quelque sorte autorisée maintenant par la direction des affaires culturelles, mais qui est actuellement partie pour être redoré, refaire sa dorure, et vous avez juste le socle actuellement qui reste, mais on a besoin de faire bouger le socle, de le retirer temporairement. C'est pas Voltaire qui reviendra là et César qui reviendra à Square Honoré Champion. Ça sera bien la statue de César, l'œuvre d'Armand, qui reviendra, mais on a besoin de retirer ces deux œuvres d'art pour réaliser l'aménagement paysager de la rue Jacques-Callot. La rue Jacques-Callot restant ouverte à la circulation, rien ne change. Hein. Il y a juste un peu de verdure qui vient. Bon, c'est Ahmed Paris qui veut dépenser un peu d'argent, c'est-à-dire vos impôts, mais bon, ça devrait aller dans le bon sens quand même, et ça devrait permettre de recontenir certains envahisseurs qui sont dans la rue, que je ne citerai pas, bien sûr, par raison de confidentialité. Et la rue de Tournon, donc, ça démarre au mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je vous propose la première question, c'est toujours la plus difficile, et vous avez Monsieur Aubeuf qui est là. Voilà. Alors, c'est une question d'habitants du quartier Monet, c'est-à-dire rue Saint-André-des-Arts, passage du commerce Saint-André. Alors, premier point, la rue de Bussy, évidemment, c'est le marronnier habituel, c'est-à-dire que les commerçants nous disent que la ligne blanche qui a été instaurée est fausse et qu'ils contestent, donc ils modifient voilà, ils nous disent non, on peut aller plus loin que ce qui a été dit par Monsieur le maire. Premier point. Alors dans la rue, bonjour, dans la rue elle-même, c'est vraiment la panique. Il y a tout, vélo, voiture, des vélos qui passent à toute vitesse, des motos, n'importe quoi, n'importe comment. Et les commerçants, quand on leur fait remarquer qu'on est quand même, il y a encore quelques habitants, ils nous disent, allez dans la rue. Pourquoi vous voulez être sur le trottoir? Bon, je ne m'arrête pas, je sais que vous avez les bonnes réponses. Mais alors on va avoir un souci nouveau, le passage du commerce Saint-André. Il y a 20 ans, il n'y avait aucun bar-restaurant. Non, pratiquement. Il y en avait un ou deux, mais dans la partie couverte, c'est une seule propriété. Hein. Cette propriété, elle a des grilles d'ailleurs, et après, c'est la partie ouverte, il y a combien, Marie-France? 7 copropriétés, au moins 8, qui est gérée par un super syndic, hein, un super syndic que vous connaissez, Maître Hoth. Voilà. Alors, Maître Hoth a concédé finalement tout le passage ouvert à des commerçants qui se sont installés. Il y a eu d'énormes travaux, il y a une énorme brasserie qui vient de s'installer, et du coup, on passe maintenant, on a 2 mètres
tous les trottoirs ont été surmontés par des terrasses, et puis tout le monde, le Procope en a ajouté encore, et moi j'ai vu une dame, une américaine de 80 ans, qui est tombée par terre, parce que c'est le sol est bombé, ce sont des pavés, et je me demande comment la mairie de Paris, alors c'est un passage privé, mais comment la mairie de Paris autorise la circulation? C'est un ghetto, ce qui est en train de se passer, c'est un véritable ghetto. Je vais vous répondre, cher monsieur, on va revenir 30 ans en arrière. Grâce à vous, on va rajeunir. Non, mais c'est grave, là. Mais, alors là, je passais au moment des Jeux Olympiques. Là, dans le passage, la circulation dans le passage d'un bout à l'autre s'est multipliée en l'espace de quelques mois. Et on va mettre, d'ailleurs, dans la partie côté Saint-André-des-Arts, la copropriétaire, on va demander à mettre un compteur. C'est impressionnant. Alors, je me tourne vers monsieur de la police municipale. Est-ce que vous avez le droit de passer dans ce passage? Est-ce que vous avez le droit... Attendez, je vais vous répondre. Alors, je vais vous répondre. Tout problème survenant doit être traité. C'est vrai que je suis passé récemment dans la cour du commerce Saint-André, et c'est vrai que je reconnais qu'il y a une fréquentation très importante, renforcée effectivement par le succès, par l'historicité du lieu. L'historicité du lieu, c'est le berceau de la Révolution française. Les fenêtres la fenêtre du Procope, où les 3 encyclopédistes ont réalisé l'encyclopédie. Ensuite, Marat regardait l'impression de l'Ami du peuple, pendant que, dans un des endroits qui se trouvait là, pendant que le docteur Guillotin créait la guillotine en l'expérimentant sur des moutons avant de raccourcir une bonne partie de la noblesse française et même, je dirais, la plupart des révolutionnaires. Mais c'était un grand progrès, la guillotine, puisque ça succédait à la roue, qui était quand même un épisode un peu fâcheux et un peu long. Donc, revenons à la cour du commerce Saint-André. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, j'étais pas maire, mais j'ai essayé, parce qu'à ce moment-là, il y avait la ville de Paris, pendant 2 ou 3 ans, a accepté de faire passer dans le domaine public des passages privés. J'ai tenu des réunions, j'ai écrit à tout le monde, il fallait l'unanimité. Bon, l'unanimité en France, sur n'importe quel sujet, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, ça s'est dégradé depuis. Pas besoin de vous faire un dessin. Donc, voilà, c'est un passage privé. Donc, un passage privé, on n'a pas autorité dessus. Oui, mais d'accord, frapper, oui, mais c'est pire. Frapper une ouverture. Il y a un deuxième passage qui existe dans le 6e arrondissement, c'est le passage de l'Hirondelle. C'est le passage de l'Hirondelle que j'avais réussi à faire fermer dans les années 90. Il a aussi, ça a été attaqué en justice, on a forcé à le rouvrir. Et là, heureusement, grâce à la copropriété du 6 Place Saint-Michel, on a réussi à mettre des grilles en partie, ce qui a amélioré les choses. Alors après, je suis conscient de ce que vous me dites. C'est vrai qu'il y a un risque de surtouristification dans ce passage. Donc on va essayer, ça pourrait être un nouveau travail au cours de l'hiver, de se rapprocher de l'ensemble des utilisateurs et de leur faire remarquer que effectivement leur responsabilité peut être engagée à partir du moment où c'est un commerce, c'est un passage privé et qui laisse pas un minimum de passage. Et je vais voir si on peut essayer de faire une charte, mais qui sera une charte privée, qui sera pas une charte municipale, parce que malheureusement, c'est pas une charte municipale. On a fait une charte municipale, on en a fait 2 avec Monsieur Vincent, Monsieur Alphonse et les autorités de la mairie de Paris, puisqu'on travaille, nous, en liaison avec la mairie de Paris. Je suis dans l'opposition, si vous voulez, au Conseil de Paris, mais j'essaie de travailler au maximum avec la mairie de Paris. Et d'ailleurs, 90 ou 95% des délibérations du Conseil du 6e arrondissement sont votées à l'unanimité. Si on veut construire une école et qu'on commence par le toit, ça marche pas. Donc on essaie de travailler au maximum. On essaie de travailler la main dans la main. Et là, on a fait 2 chartes, rue de Seine et rue de Bussy. Rue de Seine, bon, pour le moment, les trottoirs sont élargis. Il y a tout un côté qui est, je dirais, complètement atrophié commercialement, mais on a fait la même charte que, d'ailleurs, sur la rue de Bussy, et là j'y viens,
Et la rue de Bussy, contrairement à ce que vous disent les brasseurs, mais c'est bien parce qu'on les a touchés, j'allais dire, au portefeuille, qu'ils attaquent la charte. La charte, elle est parfaitement légitime, elle est parfaitement légale, elle est parfaitement conforme, elle correspond tout à fait à ce qu'on leur a dit, on les a pas pris en traître. Mais vous savez très bien que malheureusement, certaines personnes ne disent pas la vérité. Le Café Jade, par exemple, m'a insulté. C'est pas, ça me gêne pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Je réponds pas, moi on m'insulte, je réponds pas. Si on me tape dessus, là, je porterai plainte, évidemment. Mais je vous signale que le Café Jade, par exemple, il n'hésitait pas l'année dernière à mettre une contre-terrasse de l'autre côté de la rue et à bloquer la sortie du carrefour, qui était rue de Seine. Donc certaines de ces personnes sont prêtes à tout pour faire grossir leur compte en banque. Je répète, certaines personnes sont prêtes à tout pour faire. Donc ils attaquent cette charte. Bon, on va voir ce que va leur donner la justice administrative. Et si jamais ils gagnaient, ben on referait une nouvelle charte. Mais si on a fait cette charte, c'est effectivement parce que malheureusement, sur la rue de Bussy, il y a eu un conflit d'intérêts, et vous l'avez signalé, le code de la rue, le code de cette rue n'est pas respecté, les piétons ont priorité sur les vélos, qui ont priorité... Non mais je rappelle le droit, c'est absolument pas la réalité, puisque si c'était la réalité, on n'aurait pas besoin de faire la charte. Les piétons ont priorité sur les vélos, qui ont priorité sur les vélos électriques, qui ont priorité sur les motos, qui ont priorité sur les camions, sur les autos, qui ont priorité sur les camions. Moyennant quoi, moi-même, avec mon directeur de cabinet et M. Vincent, il y a quelques mois, on a été poussé par des vélos électriques, klaxonnés, etc., etc. C'est pour ça qu'on a souhaité que de chaque côté, il y ait une bande de... C'est 1m40 ou 1m60, je ne me rappelle plus. 1m60 1m60 qui soit dégagé, d'où la présence de la ligne blanche, qui les embête bien, parce que il suffit de rentrer dans la rue, et sauf si on est vraiment très malvoyant, on voit très bien, immédiatement, si la bande est respectée. Alors, il y a 3 contrevenants, hein. Il y a de l'Atlas, qui met un menu, etc. Il y a Maison Sauvage sur le côté, mais le pire, c'est l'Atlas, parce que l'Atlas, c'est l'ancien fleuriste aquarelle, et il a 25 ou 30 mètres de façade. Et de l'autre côté, il y a le restaurant italien qui a succédé à Luigi, qui a tendance aussi à mettre son porte-menu de gêner. C'est particulièrement pervers et particulièrement vicieux, parce que si vous mettez un porte-menu à un certain endroit, ça empêche éventuellement les gens de monter sur le trottoir, et ça gêne, et ça les renvoie sur la chaussée. On m'a dit, bah oui, faites une rue piétonne. Mais la rue, elle est piétonne, et elle ne peut pas être piétonne plus, puisque déjà les gens ont le droit d'arriver avec des taxis, les livraisons doivent avoir lieu, ça peut pas être... Non, il voudrait que ça soit piéton pour pouvoir mettre des terrasses, effectivement, sur la totalité des trottoirs, voire sur la totalité de la rue. Mais c'est pas une rue privatisée, c'est pas une rue privatisable, c'est pas un passage privé. Donc on ne cédera pas, on va voir ce que va donner l'instance, et Monsieur Filière, que je remercie, continuera à mettre régulièrement, autant que nécessaire, des procès-verbaux. Oui, mais les procès-verbaux... Ils sont mis, cher monsieur, mais c'est rien par rapport au profit que vous donnent des tables supplémentaires. Mais ne vous inquiétez pas, on souhaite effectivement continuer à sanctionner les contrevenants. Il y en a qui se tiennent bien, il y en a qui se tiennent mal. C'est très français. Oui, monsieur le commissaire. Juste pour ajouter 2 petites choses sur la rue de Bussy. Concernant les musiciens, il y a une opération qui est montée ce soir avec la police municipale et les effectifs de Madame Bojovic pour justement... L'intérêt de cette opération mutuelle, c'est qu'on pourra... le but recherché est de prendre les instruments et donc de confisquer les instruments. Et ça, seule la police nationale pouvait le faire, en partenariat avec... la police municipale. Donc ce soir, il y a une opération rue de Bussy. S'ils sont là, ils repartiront sans leurs instruments. S'ils ne sont pas là, on viendra demain. Et juste pour préciser pour monsieur, contrairement à ce que vous a dit le commerçant, la ligne blanche est celle qui prévaut d'un point de vue réglementaire, et c'est celle qui est considérée, bien sûr, par la police municipale, mais par notre unité de police administrative. Donc c'est celle qui est relevée dans le cadre des infractions sur l'utilisation des terrasses. Voilà, c'était 2 petites précisions.
Merci, monsieur le commissaire. Monsieur Filière. Ah oui, bonsoir à messieurs et mesdames. En fait, alors, si vous me permettez, je vais vous répondre. Alors en fait, comme vous le savez, en fait, avant cette installation de la ligne blanche, en fait, c'était quand même une catastrophe en fait d'être sur la rue de Bussy. Et donc c'est quand même déjà une grosse avancée en fait, puisque maintenant des gens à mobilité réduite et des familles peuvent circuler presque convenablement. Alors pour vous rassurer, en fait, quotidiennement, donc du lundi au dimanche, toutes nos équipes en fait de soirée sont quotidiennement en fait dans ce secteur pour en fait verbaliser donc les établissements dont on a cité le nom et pour faire en fait une mise en conformité. Alors en fait, si vous voulez, le souci, et c'est ce que disait Monsieur le maire, le montant en fait des amendes qui sont données à ces restaurateurs ne représente qu'une très très petite paille par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc en fait, si vous voulez, donc au niveau juridique, donc on passe à des classifications supérieures en fait pour essayer de toucher un peu plus au porte-monnaie en fait de ces restaurateurs. Et donc malheureusement, donc les outils administratifs dont on dispose ont un délai d'instruction qui sont quand même relativement longs. Donc les établissements en fait dont vous parliez sont tous en procédure en fait administrative. Et donc maintenant on attend en fait l'instruction et la suite donnée par le procureur et donc le tribunal administratif de Paris, vous voyez. Mais effectivement, donc tous les jours, nous sommes sur ce secteur, donc du lundi au dimanche, et nous sommes relayés également par les unités d'appui de nuit, puisqu'en fait, comme le disait le commissaire, donc dans nos missions conjointes, en fait, nous luttons contre les terrasses, contre les nuisances sonores, et contre la présence, effectivement, des joueurs, des musiciens qui font la manche juste après leur prestation, et également contre la mendicité sauvage. Donc tous ces paramètres font effectivement que nous sommes quotidiennement présents. Et nous insistons également sur la présence de nos agents dans la journée pour vérifier effectivement que tout se passe bien dans la journée. Vous voyez, donc c'est pas un secteur qu'on oublie, contrairement à ce que on peut recevoir comme plainte, hein, puisque c'est notre service qui reçoit toutes les informations que vous nous donnez dans les DMR. Donc quand vous remplissez un DMR qui touche en fait aux nuisances sonores, aux terrasses et aux étalages, c'est mon service en fait qui reçoit directement et qui traitons vos demandes. Alors, si vous voulez, donc au niveau des terrasses, ça représente quand même 40% de notre activité. Et par rapport aux nuisances, donc vous faites que vous nous remontez comme information, on est à 35% de notre activité sur ces simplement sur ces deux plaintes. Donc on ne vous oublie pas, hein, contrairement à ce que parfois je note dans vos plaintes, que vous pensez que nous sommes inexistants ou que nous sommes transparents, mais non, en fait, quotidiennement, nous sommes là. Et en fait, nous agissons avec les outils juridiques qui sont à notre disposition. Et malheureusement, nous sommes tributaires de ces délais d'instruction. Et donc, je vous dis, hein, donc, si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres. Donc là, juste pour le mois de septembre, donc alors moi je vous parlerai également de la Palette, qui est un peu plus loin aussi, mais en fait pour la Maison Sauvage et la Palette, on est déjà à plus de 14 verbalisations depuis le début du mois seulement, vous voyez. Et comme je vous disais, ça représente rien du tout. Donc on travaille effectivement donc avec la police pour qu'on puisse effectivement sanctionner et toucher de façon intelligente donc ces restaurateurs hein, qui font des chiffres d'affaires assez volumineux. Donc la seule axe qui nous reste en fait, c'est la fermeture administrative. Mais pour arriver jusque-là, il faut monter un dossier et il faut donc un certain nombre de constatations, de procès-verbaux rédigés et qu'on puisse aller jusqu'au bout de ces procédures pour arriver à cette fermeture administrative. Mais effectivement, nous sommes très vigilants, donc nous sommes à votre écoute et donc dès que vous nous donnez en fait ces informations, on constate quotidiennement effectivement donc ces nuisances, on lutte quotidiennement avec les outils qui nous sont à notre portée. Voilà, donc j'espère. Alors, oui, ok, oui, mais monsieur, attendez, on va pas non plus passer le reste de la soirée sur la rue de Bussy. Moi, je voulais remercier monsieur Fillier à ses équipes. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent. Mais j'ai toujours été l'initiative privée d'entreprise. Mais il faut gagner de l'argent en respectant les autres et en ne monopolisant pas l'espace public dans ses propres intérêts. C'est-à-dire, à partir du moment où on se respecte et on respecte les règlements, moi je suis content que les gens gagnent de l'argent. Mais il faut respecter les règles, il ne faut pas aussi faire jouer du tam-tam jusqu'à 3 heures du matin, faire exprès de laisser venir des orchestres qui avec des synthétiseurs font un bruit extraordinaire. Ça reste un endroit compliqué. Donc il y a des chartes, ça embête certains, mais ça n'embête que ceux qui se comportaient mal et qui se comportaient n'importe comment. Donc on tient bon,
On fera d'ailleurs notre objectif, c'est aussi, je le dis, parce que Madame Chevalier va prendre la parole, elle est très sympathique et c'est pas, je suis pas responsable, vous avez été bloqué dans l'ascenseur, chère Françoise, je ne suis pas responsable de ça. J'en suis sortie. On va faire une charte aussi, je vous le dis, on va faire une charte sur la place Saint-Michel et ses abords, sur la place Saint-Michel, la place Saint-André-des-Arts, nous allons faire une charte dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que vous allez nous parler du marché, des marchés, mais on va aussi avoir d'autres, on va avoir d'autres ouvertures sans doute. Il va y avoir une ouverture peut-être à l'emplacement du Gibert Jeune qui se trouvait là. J'espère bien qu'à la place du Fuchsia, il y aura une réouverture bientôt. Donc, et le Clou de Paris continue, cette terrasse ouverte est particulièrement prédominante. Donc on va charter également la place Saint-André-des-Arts. Comme on chartera d'ailleurs la place Saint-Germain-des-Prés, même si là on a affaire à des affaires de qualité, mais pourquoi on chartera? Plutôt pour qu'on ait une homothétie de, je dirais, de matériel sur les contre-terrasses de la société et des deux magots, dans le cadre de du réaménagement de cette place qui interviendra après les Jeux Olympiques et qui viendra accompagner le ravalement du presbytère dont je vous ai parlé. On aura vraiment un truc normalement assez sympa à cet endroit. Donc les chartes, c'est qu'est-ce que c'est? Ce sont des annexes au règlement des étalages et des terrasses de la mairie de Paris, avec des spécifiques à certains secteurs, donc Seine, Bussy, prochainement Saint-André-des-Arts et Saint-Michel, et Saint-Germain-des-Prés sur une partie limitée. La Cour du commerce, on a noté, là c'est un passage privé, ça sera beaucoup plus compliqué. Jean-Pierre. Vous avez la parole. Monsieur le maire, merci de me laisser la parole. Donc François Chevalier, habitante sur la place Saint-Michel, et par ailleurs membre de l'association Avenir Quartier Latin qui a pour spécificité de recueillir des adhérents qui soient à la fois des résidents et des commerçants, dont des commerçants rue de Bussy. Donc vous imaginez que les échanges sont nombreux, spontanés, et que nous voulons atteindre cet objectif, nous devons vivre tous ensemble et nous respecter dans le quartier, respecter les commerçants, mais respecter les riverains, respecter les piétons. Et donc là, il y a encore du boulot, entre guillemets, si je peux me permettre, même si des efforts ont été faits. Parmi ces efforts, je peux dire que, habitant sur la place Saint-Michel, j'ai une vue directe sur la place et je bénéficie de tout ce qui peut s'y passer. Les manifestations, merci, il y en a un petit peu moins, mais on pourrait en programmer encore moins. Merci, monsieur le commissaire, parce que je pense que vous avez votre mot à dire. Les musiques diverses et variées, parfois de la musique classique, mais c'est très très rare, sont souvent des enceintes. Donc là, ne vous privez pas. Moi, je vous appelle souvent. J'appelle souvent, je pense que mon numéro est référencé, mais je dois dire que les services interviennent, même quand c'est 10 heures le soir et que sur le disque d'accueil, on nous dit que le service est fermé. Mais ça passe quand même. Il y a quand même quelqu'un qui, a priori, vient et intervient. Et ça, c'est positif. Sur la place Saint-Michel, moi, j'ai des questions à poser pour le futur, pour les Jeux Olympiques. Je voudrais savoir à quelle sauce nous allons être mangés, comment nous allons pouvoir continuer à vivre dans le quartier. Nous avons déjà de nombreuses difficultés quand il s'agit d'arriver. Oui, il m'arrive de partir en province, mais quand je dois rentrer avec la voiture dans Paris, c'est l'horreur absolue. Donc, au moment des Jeux Olympiques, je pense que ça va être pire encore. Ce serait bien de nous prévenir, d'anticiper et de nous dire un peu ce qui va être proposé. Par ailleurs, sur la place Saint-Michel et sur les abords, moi je veux bien d'une charte, mais je pense qu'il faudrait élargir à tout le 6e la bonne conduite des établissements. Je passe souvent au carrefour de l'Odéon. Je vous assure, une fois sur deux, devant le café Les il faut mettre pied sur la chaussée pour pouvoir passer. C'est intolérable, c'est pas normal. Un jour, il y aura un accident. Donc, pourquoi certains établissements peuvent-ils vivre impunément, hors des règles, alors que les règles sont établies et que vous les faites respecter? Merci. Par ailleurs, monsieur le maire, vous avez beaucoup parlé, mais je vais parler encore un petit peu. Par ailleurs, vous savez que sur la place Saint-Michel, nous avons beaucoup de visiteurs, que ces visiteurs aiment s'y retrouver. Nous avons tous, du temps de nos études, eu des rendez-vous place Saint-Michel. Mais pour avoir un rendez-vous, il faut qu'il y ait d'espace. Et quand on a une opération
qui s'organise pour 6 semaines d'affilée, où on voit des tentes plantées, les unes serrées contre les autres, des tentes horribles, où il y a des produits de qualité médiocres, qui font frémir nos commerçants, qui se disent que finalement c'est de la concurrence déloyale. Pourquoi organiser ce genre de choses? Nous avions parlé à certains moments de marchés dits artisanaux comme il y avait sur le quai Montebello. Moi, je veux bien, mais ça dure un week-end, ça dure 1 semaine. C'est pas 6 semaines d'affilée à se prendre les pieds, non pas dans le tapis, mais dans les fils électriques, sans pouvoir marcher normalement sur la place Saint-Michel. Et je vous dis pas ce que je vois de chez moi, puisqu'il y a des photos, je les ai envoyées à monsieur le maire, c'est poubelles et poubelles et poubelles, hein, et on est content quand elles sont nettoyées, mais ça dure pas longtemps, parce que les poubelles, ça revient tout le temps. Voilà. Alors moi, je suis une amoureuse du quartier latin, je le traverse à pied, en large et en travers. Ce que j'aimerais, c'est que notre police, toute confondue, fasse très attention aux vélos, parce que les vélos et les piétons ne font pas bon ménage. Et trop souvent, quand nous voulons traverser, nous avons un vélo qui certes nous évite, je suis encore là, mais très souvent ça se faufile, sans respecter les signalisations. Je pense qu'on pourrait faire un effort pour que les vélos respectent la signalisation. Ils existent, bon, d'accord, mais nous, piétons, nous sommes là. Et par ailleurs, peut-être que toutes les règles qui sont appliquées sur certains quartiers qu'on a focalisés soient appliquées à tout le monde. C'est-à-dire que les lignes blanches, parfois, j'aimerais les voir sur le boulevard Saint-Germain. Enfin, je peux vous donner plein d'endroits où aller, puisque je me promène beaucoup et qu'à chaque fois, je me dis « Oh non, c'est pas possible », etc. Bon, voilà, j'ai terminé. Merci. Juste très rapidement, alors les éditeurs, je ne veux pas du tout défendre les éditeurs, mais vous avez parfaitement raison. En réalité, les éditeurs sont surtout des gros malins, les propriétaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais changé, alors que l'enseigne a changé au cours des dernières années, ils n'ont jamais changé d'identité. Et la situation que vous avez relevée, que vous dénoncez, qui est effectivement spécifique, c'est vrai que ces tables, il suffit sans avoir un basketteur assis à la table, on peut effectivement, un fauteuil ne passe pas, coincé entre les tables et les potelets, mais relève des plus anciennes autorisations de terrasses existant dans l'arrondissement. C'est-à-dire que là, on est sur le règlement des étalages et des terrasses le plus ancien. Ils n'ont jamais changé de raison sociale. S'il y a eu des mutations, elles se sont faites au niveau de la société, c'est-à-dire qu'il y a eu des cessions d'actions. Et effectivement, certains brasseurs connaissent bien la combine, si vous voulez, et en ne changeant pas de raison sociale, ils conservent l'étalage qui n'est pas, le règlement des étalages n'étant pas rétroactif. En revanche, un jour, s'il y a un changement, ça sera remis en cause et il n'y aura plus d'autorisation d'étalage à cet endroit-là. Voilà, je tiens à le signaler, mais il n'y a pas on n'a pas de remise en cause. Monsieur Filière? Oui, alors en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez sur la verbalisation sur les cyclistes. Alors, je peux vous donner des chiffres. Donc, depuis le début de l'année, en fait, nous sommes à 14 861 PV dressés pour ces problèmes de circulation. Vous voyez, donc si ça peut vous rassurer, effectivement, malheureusement, je pense pas que ça vous rassure, hein, mais c'est pour vous dire que nous sommes présents, en fait, là encore quotidiennement, pour effectivement essayer d'inculquer en fait aux cyclistes les bonnes conduites. Mais malheureusement, pour la plupart, ils ne comprennent que la verbalisation. Et là encore, nous sommes parfois confrontés à des gens qui ne s'arrêtent pas. Mais nous travaillons quotidiennement, donc également avec la police nationale sur ce sujet. Donc on ne vous oublie pas. C'est juste que l'ouverture en fait des pistes cyclables à Paris, c'est quelque chose de très récent. Et donc il faut travailler en fait à la bonne conduite et malheureusement éduquer ces nouveaux, on va dire, conducteurs de véhicules qui bien souvent ne maîtrisent pas eux-mêmes, hein, puisqu'ils ne respectent pas le code de la route dans la plupart des cas. Ils grillent des feux, ils respectent pas le passage pour piétons, et ils respectent pas non plus donc la priorité en fait sur les zones de croisement dont parlait Monsieur le maire. Donc vous voyez, mais on ne vous oublie pas là encore, on est présent, mais on est confronté à une population qui ne fait que augmenter, puisqu'on leur propose de plus en plus de moyens pour circuler de façon propre.
mais malheureusement, leur comportement n'est pas en adéquation avec ce que nous attendons pour que tout le monde puisse circuler librement et convenablement dans la rue. Vous voyez, donc. Non, mais si, mais elle est fait. Non, mais attendez, monsieur. Mais on le fait. Il y a des verbalisations. On chasse particulièrement les cyclistes avec des oreillettes. C'est 135 € d'ailleurs. Ça abonde pas mal les comptes de la ville. Et je dis, avec les oreillettes, c'est particulièrement dangereux pour les cyclistes puisque ça les isole de la circulation et ça les isole de tout. Et là, c'est un véritable problème. Voilà. Donc on fait le maximum. Sur les mesures de circulation pour les Jeux Olympiques, je donne la parole au commissaire. Merci, monsieur le maire. Je reviens juste sur le vélo, puisque, comme l'a dit monsieur Filière, effectivement, 14 000 contraventions. Donc il y a l'aspect sanction, mais ça ne fonctionne visiblement pas plus que ça, puisqu'on a toujours autant de problèmes. Vont être organisés dans un temps très court, un court terme, je veux dire, des opérations conjointes avec la police municipale d'alternatives à la sanction. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est-à-dire que quand un cycliste sera contrôlé, par exemple, avec des écouteurs sur les oreilles, on lui proposera de venir une matinée, il prendra une contravention et on lui proposera d'annuler sa contravention s'il se présente une matinée au commissariat. Une matinée, il n'aura pas le choix pendant cette matinée, il y aura de l'éducation à la circulation en vélo en zone urbaine. Donc ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la contravention, ça veut dire qu'on va jouer sur 2 tableaux, prévention-sanction. Je suis d'accord avec vous et je pense que tout le monde est d'accord, il y a un problème d'éducation à l'utilisation du vélo, surtout que les vélos sont de plus en plus puissants si on parle des vélos électriques. Donc là-dessus, je vous rejoins et je salue je me fais le porte-voix de monsieur Hatch, qui est le commissaire en charge, et je salue le travail de la police municipale qui, effectivement, fait face très régulièrement à des usagers qui ne comprennent pas qu'ils n'aient pas le droit de circuler avec des écouteurs. Encore une fois, c'est dangereux pour eux, avant toute chose, et pour les piétons. Concernant les parcours des manifestations, c'est ça, madame, les parcours des manifestations, il y avait une question, et les JO, c'est ça? C'était plutôt les mesures pendant les JO. Voilà, bon. Alors, d'accord, ok. Alors, pour ce qui est des parcours des manifestations, on n'a pas la main. C'est pas le commissariat du 5e et 6e arrondissement, c'est la préfecture. C'est discuter avec les partenaires sociaux qui organisent et les organisateurs des manifestations. Et du coup, ça m'amène aux Jeux Olympiques. On n'a pas plus d'éléments à vous fournir parce que nous n'avons pas plus d'informations que n'en a monsieur le maire. Je ne vous cache pas qu'il y aura de toute façon des modifications dans la circulation automobile, en transport en commun, voire même pour certaines épreuves sur la circulation à pied, mais je n'ai pas ces éléments-là et je ne pense pas qu'on les ait avant un certain temps. On les aura avant les JO, bien sûr, mais voilà. C'était tout, puisque le Carrefour de Lyon, vous avez répondu. Madame Chevalier, on reste très attentif à ça. Il est clair que l'ampleur de la cérémonie sur la Seine, l'ampleur du volume de tourisme venant à Paris et les mesures de sécurité qui devront être très fortes, puisque j'ai pas besoin de vous faire de dessin. D'ailleurs, toutes les guerres asymétriques qui se déroulent actuellement renforcent encore la nécessité de sécuriser les choses. Donc là, mais ça peut conduire aussi peut-être le ministre de l'Intérieur à dire à un moment, moi, j'arrive pas à assurer la sécurité de la manifestation telle qu'elle a été prévue par certains ou par certaines. Je veux un format plus réduit. Donc ça, bien évidemment, on vous fera savoir. Il y aura peut-être des mesures temporaires de circulation. Après, il ne faudra pas que certains profitent des mesures temporaires de circulation pour vouloir les pérenniser. C'est-à-dire, après les coronapistes, je ne voudrais pas avoir trop d'olympistes.
Voilà. Vous voyez que ce sont des dangers, on vit dans un monde dangereux, les dangers pouvant être de différentes natures, mais pouvant se cumuler à certains moments. Je ne confonds pas les uns et les autres, bien évidemment. Un mot sur les bouquinistes. Je défends énormément les bouquinistes. Et je suis en liaison avec l'Académie française. Je me réjouis que l'Académie française ait repris à son compte ce que j'avais dit. Moi, personnellement, je suis pour la fermeture des boîtes de bouquinistes pendant un certain temps et l'indemnisation des bouquinistes. Parce que retirer les boîtes des bouquinistes, c'est un travail colossal, elles sont en très mauvais état et on risque de les abîmer énormément. Bon, après, je l'ai dit à la tribune du Conseil de Paris, le préfet de police est en charge de la sécurité. Je fais confiance à la préfecture de police, je fais confiance à la police. C'est lui qui, s'il y avait un pépin, supporterait dans un monde, et dans le monde des démocraties, maintenant les politiques n'assument plus rien. Donc, et après on aime bien effectivement faire retomber sur d'autres la responsabilité de certaines décisions prises hâtivement. Donc je suis en plein accord avec le préfet de police, c'est lui qui prendra la décision finale, mais je pense qu'on peut néanmoins rechercher des voies d'un compromis et que les bouquinistes qui font partie du paysage de la Seine depuis, j'allais dire, au moins un siècle et demi, ne soient pas les dindons de la farce, si vous voulez, ne soient pas les victimes collatérales de Jeux Olympiques qui sont effectivement importants, mais qui vont ne durer qu'une durée limitée. Les bouquinistes, c'est une profession éminemment difficile, donc si on ferme leur boîte, on aura peut-être besoin de fermer leur boîte, qu'on les indemnise. C'est quand même une cérémonie à 3,5 milliards d'euros, on doit pouvoir trouver quelques dizaines de milliers d'euros, voire même peut-être quelques centaines de milliers d'euros pour faire en sorte que les bouquinistes ne soient pas les victimes collatérales de ces événements. Je vous propose peut-être de prendre des dernières questions. On ne revient pas sur la rue de Bussy, on va prendre peut-être plusieurs questions et on fera des réponses globales parce qu'on a l'habitude de se séparer à 20h. J'y vais. Moi, j'ai 3 questions très courtes. La première, ça concerne la rue de Tournon. L'horodateur, enfin le système pour s'enregistrer quand on stationne, a disparu rue de Tournon et il n'y en a plus. Donc, Monsieur Vincent le note. Monsieur Vincent le note. C'est où peut-on s'enregistrer quand on se gare rue de Tournon? Et Monsieur Landrevi qui est revenu le note. C'est ma première question. Ma deuxième question concerne également la rue de Tournon. Lors du conseil de quartier d'Odéon, nous avait montré le projet de végétalisation. Oui, il n'a pas changé. Il ne préservait pas la perspective de la rue de Tournon qui va en s'élargissant. Si, ça a eu l'accord, il y a l'accord de toutes les autorités, des architectes, des monuments historiques. Je termine. Ce défaut avait été enregistré. Ma question c'était, est-ce qu'il a été corrigé? C'est-à-dire que les arbres sont mis en biais de telle sorte que la perspective de la rue de Tournon soit respectée. Puis ma dernière question, puis j'arrête, concerne les locations saisonnières. Vous nous avez indiqué votre stratégie par rapport aux entrants. Ma question, c'était par rapport au stock, c'est-à-dire, est-ce que les locations saisonnières qui existent font l'objet de contrôle? C'est-à-dire, est-ce qu'on contrôle qu'elles ne dépassent pas 120 jours? Et si elles dépassent 120 jours, est-ce qu'on contrôle qu'elles respectent la réglementation qui veut qu'il y ait une compensation en termes de logement? Parce que je pense que le vrai problème, c'est le stock existant, et je suis intimement persuadé que les locations qui dépassent les 120 jours ne respectent pas en réalité leurs obligations dans ce domaine. Donc, qui contrôle? Est-ce que c'est contrôlé? Voilà. Alors, merci infiniment. Votre dernière question est excellente. Effectivement, le danger, c'est qu'on dépasse les 120 jours en loose day, si je puis dire, et qu'il n'y ait aucune déclaration. Après, il n'y a pas de contrôle a priori. Il y a des contrôles a posteriori. Donc, il vous appartient, vous, en tant que riverain, en tant que locataire dans un immeuble, en tant que copropriétaire, de me faire un blanc. Vous me faites un blanc, comme on dit, un blanc, c'est vous me passez l'information. Moi, je ne dévoile jamais mes sources. Je ne dévoile jamais mes sources. Et après, on fait éventuellement des contrôles. Voilà. Mais vous n'avez pas aussi intérêt à ce que ça se transforme en meublé touristique, parce qu'en meublé touristique, c'est toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, reste à savoir si la personne qui dépasserait éventuellement, alors est-ce qu'elle dépasse est-ce que de 120 jours, on passe à 300 jours? Ça, c'est terrible. Ou est-ce que c'est tolérable?
est-ce que c'est gênant en quelque sorte pour la copropriété? Voyez. Sur la rue de Tournon, dernière chose, on vous a donné des mauvais éléments. Le texte, il faut qu'il soit respecté, hein, c'est tout. Voilà. Oui, mais respecter la loi, oui, mais on n'est pas vous savez, malheureusement, on est dans un monde, comme on légifère énormément, vous avez énormément de gens qui ne respectent plus rien. Et la Startup Nation ne nous a pas aidés dans ce domaine. Mais je ne vais pas plus loin, parce que sinon on m'accuserait de faire de la politique. Sur la rue de Tournon, on vous a donné des... Non, ça respecte parfaitement. Ça respecte parfaitement. Si on vous a fourni des éléments qui ont pu vous induire en erreur, c'est un projet parfaitement avalisé qui a reçu tous les accords nécessaires. Madame ? Oui, je reviens sur les deux passages dont vous parliez tout à l'heure, la cour du commerce Saint-André et le passage et la rue d'Hirondelle. La cour du commerce Saint-André, c'est un espace privé ouvert au public. Donc il doit y avoir une commission de sécurité qui contrôle l'état de la planéité du sol. Ce sol est absolument casse-gueule actuellement. C'est abominable. Donc, et que dit la commission de sécurité? Donc ça, c'est le point sur la cour du commerce Saint-André. Sur le passage de l'Hirondelle, a fleuri cet été une quille à l'entrée du passage de l'Hirondelle côté rue Gilles-Cœur. C'était à peu près le seul point où les riverains de la rue Gilles-Cœur et du quartier pouvaient s'arrêter quelques minutes pour décharger une voiture, ou une personne âgée, ou de ce qu'on peut avoir à décharger. Pas une grille, je crois. C'est un potelet qui a été mis à l'angle de la rue Gilles-Cœur. Une quille. Une quille, ah pardon, oui, j'ai compris une grille. Non, une quille. D'accord, oui. Est-ce qu'il ne peut pas être créé un emplacement de livraison dans la rue Gilles-Cœur, dans le renfoncement Minos, par exemple, pour rétablir cette possibilité d'arrêt minute? On va regarder. Merci. On va regarder. Pour la cour du commerce Saint-André, on fera sans doute une réunion spécifique. Et on va creuser pas creuser le sol, on va creuser la situation. Creuser. Mettez votre micro près de la bouche, comme si vous aviez un esquimau. Je voulais vous parler de la propreté du quartier. Parce que, est-ce que les commerçants... Le Graal, qui était venu et qui n'a pas eu droit à une question encore. Est-ce que les commerçants ne peuvent pas laver le trottoir devant chez eux? Parce que c'est tellement sale. Quelle rue? Vous visez quelle rue, madame? Pardon? Vous visez quelle rue, madame? Oh, la rue de Bussy, surtout. D'accord. Il y a énormément de rues. On revient toujours à la rue de Bussy, finalement. J'essaie de m'éloigner, mais je... La rue de Seine est très sale aussi, là. D'accord. Elles sont toutes sales, hein. Alors, le règlement municipal prévoit que, normalement, les gardiens d'immeubles lavent devant chez eux. Après, y a-t-il encore des gardiens d'immeubles? Voilà, c'est la question. Moi, j'ai la chance d'être dans mon immeuble familial, il y a toujours des gardiens d'immeubles, il y a toujours un gardien d'immeuble. Après, le problème de la rue de Bussy, c'est qu'il y a beaucoup plus de commerces que... On peut leur réécrire, mais actuellement, ils sont assez fâchés quand je leur envoie des lettres. Donc, on va essayer de traiter avec Monsieur Filière les orchestres, et avec le commissaire Wamps et Madame Bojovic les orchestres. Après, s'ils sont bien sages, s'ils perdent, après leur attaque contre la charte, on leur demandera de laver. Voilà. Allez, rapidement, monsieur, parce qu'on approche des 20 heures. Je vous connais bien. Vous êtes sympathique. Allez, rapidement. Une réponse rapide. Rue de Seine, on a bien réussi, c'est bien, mais c'est quand même très bétonné. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre 2 ou 3 arbres quand même dans cette rue de Seine? Bon. Il y aura des arbres peut-être plus bas rue de Seine, mais pas à cet endroit-là. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, on a protesté contre on pouvait pas mettre d'arbres rue de Rennes, mais il y a le métro, il y a les égouts. Donc il y a des égouts. Si le sous-sol est plein d'ouvrages, vous pouvez pas planter des arbres. Oh, voilà. C'est une évidence. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La librairie abandonnée, est-ce qu'il y a un projet, quelque chose de la dame tout à l'heure? Bien proche le micro, un esquimau. Oui, est-ce que la boutique, la librairie qui est abandonnée depuis très longtemps, là... À quel endroit? C'est à côté de chez madame. Oui, à Saint-Michel. Est-ce qu'il y a des projets de reprise? Parce que vraiment, c'est une relique. Gibert? Gibert.
ça devrait être un bouillon, Oui, comme c'est ça. à Montparnasse. On parle d'un bouillon. C'est pour ça que... Oui, alors c'est quoi? C'est pas. Bon, il n'y a rien. Bon, d'accord. Une troisième question. La rue Furtenberg, il y a encore quelques voitures. Cette place est magnifique, mais il y a encore des ventouses là, en voiture. On ne peut pas supprimer ces 6 places là? Alors là, vous posez une bonne question et vous me permettez de répondre à madame qui s'est exprimée sur la rue de l'Hirondelle. Si vous voulez, il faut supporter un peu entre Français, Françaises, entre automobilistes, si on a mis une quille rue de l'Hirondelle, c'est que j'avais des riverains qui me disaient c'est scandaleux, il y a des voitures ventouses dans la rue de l'Hirondelle. Et après, madame dit à juste titre, il y a des habitants, vous avez raison de le rappeler, et que quelquefois on a besoin de décharger sa voiture. C'est vrai. Rue Furstenberg, moi je veux bien chasser les voitures, mais si on chasse les voitures... Ça représente 6 voitures, monsieur. Oui, mais non, mais d'accord, mais vous avez quand même... Tout le monde ne peut pas être en vélo. Hein. Oui, mais moi j'ai pris un parking souterrain. Vous avez les moyens d'avoir un parking souterrain, il n'y a pas des parkings souterrains partout. Un maire doit aimer tout le monde, y compris les gens qui l'aiment pas. J'aime les cyclistes, les automobilistes, les habitants sympathiques comme vous. Je note votre remarque. Mais je peux pas supprimer toutes les voitures de la Terre. Il y a déjà Monsieur Béliard qui s'en charge. Alors si je me mets en plus à aider Monsieur Béliard, là, ça sera catastrophique. Et la dernière chose, moi qui me choque énormément, où ma fille habite, quand je vois les 200 mètres de long facilement des bâtiments qui appartenaient à l'école de médecine qui sont à l'abandon depuis des années, une grande topographie l'autre côté qui est à l'abandon aussi, alors qu'on cherche des logements pour les Parisiens et tout, et il y a des centaines, je dis pas des milliers, mais des centaines de mètres carrés depuis des années à l'abandon. Est-ce qu'il y a des rue Jacob. Alors rue Jacob, effectivement, vous avez raison, c'était la chancellerie d'université. Oui. Vous me donnez l'occasion d'en parler, j'en ai pas parlé. Et effectivement, ça y est, ça a été voté, ça demandait beaucoup de votes, ça serait une résidence pour étudiants et pour chercheurs. Bon, mais c'est bien. Mais voilà. Ça va commencer bientôt? Ça va commencer bientôt. Bon. Et il y a une grande aussi bâtiment topographie l'autre côté qui a un panneau de rénovation mais qui ne bouge pas non plus, qui représente beaucoup de mètres carrés. Là, c'est sur 4 numéros de la rue Jacob, là. Bon, d'accord. Mais voilà, vous êtes content. Voilà, merci. Merci, monsieur. Alors, les dernières questions, on va les prendre en rafale parce que on s'approche de 20h. Monsieur, des questions Madame, monsieur, madame là-bas, et une dernière main. Qu'est-il prévu pour la rue des Saints-Pères? Rien. Il n'y a rien? Merci pour elle. On peut pas je suis obligé d'aller vite maintenant parce que c'est une rue. Des arbres le long de la fac Une piste cyclable? Non, des arbres. Non, parce qu'il y a un parking en dessous. Mais on les met dans des pots. C'est plus la politique de la ville parce qu'après c'est pas développement durable. Juste une précision à propos des lignes blanches de la rue de Bussy. Est-ce que ça va se développer dans tout le quartier? Moi, je vous ai écrit il y a 2 mois à propos de la rue de l'Odéon qui est envahie surtout par le hibou. On ne peut plus passer. Je suis venu avec ma voisine qui a 97 ans, s'est déplacée à pied jusqu'ici, pour dire que les personnes qui ne peuvent pas marcher, les handicapés, ne peuvent plus passer au niveau du hibou et voir tous les restaurants qui sont en face. Donc je trouve ce système des lignes blanches très bien, mais il faut l'installer. Non, il faut charter dans ce cas-là. On ne peut pas en installer partout et le hibou... Effectivement, le hibou, ça a été pire à un certain moment. Le hibou, vous arrivez normalement à passer entre la terrasse et la contre-terrasse. Les contre-terrasses, de toute façon, vont disparaître au 1er novembre. Oui, mais vous avez 7 mois, et l'hiver... On ne peut pas passer. Écoutez, moi je repasserai, mais honnêtement, pour moi, on peut quand même passer rue de l'Odéon. J'ai vu votre courrier, mais... vous ne pouvez pas passer. Et je comprends pas. Je peux pas, si vous voulez, on peut pas supprimer tous les bistrots de la Terre non plus, si vous voulez, parce que sinon. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire de Paris. Non, mais moi, un Disneyland. Non, je veux pas faire un Disneyland. Si je voulais faire un Disneyland, j'aurais jamais fait de Chartres, rue de Seine et rue de Bussy. Il faut le développer partout. Vous l'avez. Alors, dans ce cas-là, je trouve pas ça démocratique de mettre ces lignes blanches rue de Bussy et pas ailleurs. Je vous dis qu'il faut une charte, on ne peut pas mettre des lignes blanches partout. Après, on peut sanctionner. Le hibou fait partie des établissements qui sont sanctionnés. Mais il faut les sanctionner tous les jours, toutes les 10 minutes. Voilà. Alors oui, pour vous répondre, en fait, merci monsieur le maire. Donc, le hibou fait partie des établissements qui sont sanctionnés quotidiennement, en fait.
Le hibou fait partie des établissements qui sont sanctionnés quasiment quotidiennement. Vous voyez ? Et on reverra peut-être avec le hibou s'il y a matière effectivement à ce que je rencontre à nouveau le gérant. Mais j'ai bien noté votre remarque. Non, mais attendez. Autoriser de mettre des choses de téléphérique sur leur terrasse, c'est absolument inadmissible par rapport à la ville de Paris. C'est grotesque. Non ? Enfin, je sais pas, vous trouvez ça joli ? Non, je trouve pas ça joli, mais il y a des tas de choses malheureusement qui sont pas jolies à Paris et qui malheureusement sont implantées. Vous savez, selon la vieille formule, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. J'ai pas besoin d'aller très loin dans certains cas pour me rassurer. Mais vous avez raison, il faut toujours essayer de s'améliorer, il faut rester humble. Madame. Je rejoins monsieur pour le hibou, on ne peut absolument pas passer sur le niveau de la terrasse. Et ce qu'il y a de très très gênant au niveau du hibou et de la crêperie Brest, c'est toute la végétalisation qu'ils ont en terrasse, qui nous empêche de voir les vélos passer, les voitures. C'est assez dangereux. On va revoir, dans ce cas-là, on va faire une petite réunion, Monsieur Vincent, Monsieur Alphonse, Monsieur Filière, Monsieur Godet, vous allez regarder les terrasses, sur le carrefour de l'Odéon, puisque c'est le carrefour de l'Odéon, le début de la rue de l'Odéon, l'angle, etc. Donc crêperie, hibou, également Camborde, ex-Camborde, etc. On va vérifier aussi quand même les éditeurs, même s'ils bénéficient d'une terrasse, d'une autorisation ancienne, et on va essayer, sans mettre de ligne blanche, parce qu'après on va m'accuser d'être un vendeur de peinture blanche ou d'avoir des actions d'améliorer les choses. Le restaurant italien... Non, la peinture blanche, je vous dis, je dois charter. Je peux pas mettre on n'a pas le droit de peindre, on n'a pas le droit de mettre de la peinture blanche n'importe comment. Vous voyez ? Et le restaurant italien... Charter, c'est de faire un règlement spécifique à la rue. Et c'est d'une lourdeur absolue. Également le restaurant italien qui est à l'angle de la rue Condé. Oui, ok. Aussi qui déborde. Moi, je voulais parler de la propreté, parce que les sociétés privées qui viennent sortir les poubelles dans les immeubles ne passent pas deux fois pour sortir la poubelle et pour la re-rentrer dans l'immeuble après. Donc, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'ils chargent les poubelles des voisins. Et toutes les poubelles, je suis à la rue Saint-Sulpice, sont ouvertes. Avec énormément de sacs poubelles qui sont par terre, donc ils n'utilisent même plus les poubelles. Ça, vous risquez d'être sanctionné par Monsieur Graal et ses équipes, et par Monsieur Filière. Si vous me faites un blanc avec les numéros des immeubles, on essaiera d'aller améliorer ça. Oui, mais je passe pas. Vous êtes gentil, mais vous me faites un petit blanc, vous me faites un petit mail. Hein? Okay. Voilà. Merci madame. Allez, une question là-bas. Une question. Il y a des bras. Il y a monsieur aussi, monsieur Blanchot qui va nous parler de son commerce qui va réouvrir. Je voulais juste vous demander si à la mairie de Paris le projet de privatiser, entre guillemets, entre le boulevard Saint-Germain et la Seine, d'empêcher les voitures, etc., sauf si on avait un parking, si on avait, etc., où en est ce projet? Cher Monsieur Flaubert, j'ai le sentiment que j'ai réussi à le faire évanouir, ce projet. Mais je reste prudent car c'est compliqué avec certains adjoints de Madame Hidalgo. C'est un combat permanent. Bonsoir, Xavier Blanchot, de la Louisiane. En écoutant tout ce qui s'est dit sur la rue de Seine, la rue de Bussy, est-ce qu'il ne serait pas temps de réinverser le sens du tronçon entre la rue de Bussy, de la rue de Seine, qui change donc 2 fois de sens du Sénat jusqu'à la Seine, pour qu'on puisse juste descendre la rue de Tournon jusqu'à la Seine tout droit, sans être ce que font d'ailleurs les voitures de police régulièrement, on les voit passer nous, et alors que on change de sens depuis le boulevard Saint-Germain jusqu'à la rue de Bussy, ce qui crée un embouteillage permanent depuis 6 ans avec le chantier du 29 rue de Bussy qui nous a tous rendu la vie impossible, et qui d'ailleurs n'a même plus d'autorisation de barrière et qui continue. C'est l'endroit le plus embouteillé du 6e arrondissement, ce tronçon entre le boulevard Saint-Germain et le Carrefour. Ça serait peut-être bien, maintenant, qu'on puisse tourner boulevard Saint-Germain et rentrer dans la rue de Seine sans être obligé de passer par la rue de Bussy. Ça me paraît logique, en fait, surtout que maintenant que la rue est... Ah oui, vous voulez réintroduire un sens de circulation, de rentrer dans la rue de Seine à partir du boulevard Saint-Germain. Ça me paraîtrait assez logique. On peut regarder. Et mon deuxième point, alors effectivement sur la propreté, ce que font certains bars, comme le bar du marché et d'autres,
Ils ont démonté les poubelles là, pendant le Covid. Donc en fait, nous, on n'a plus qu'une seule poubelle qui est à côté du Potager City. Résultat, en été, on se retrouve avec des monceaux et des monceaux de bouteilles que vendent tous les bars autour. Et les bars se débarrassent des poubelles de rue. Et donc, ceux qui ne l'ont pas fait se retrouvent avec le quadruple, le quintuple de déchets. Voilà. D'accord, donc c'est autrement dit, vous souhaitez qu'on réintroduise des conteneurs verts auprès des... Alors je signale qu'il y a 2 colonnes à verre quand même qui sont dans le secteur, 2 colonnes à verre qui sont au boulevard Saint-Germain de chaque côté de la rue Grégoire de Tours, côté agence du Crédit Agricole. Puisque à un moment c'était de l'autre côté et les riverains de l'immeuble s'étant pris plein, on les a fait basculer de l'autre côté et ça se passe mieux. Mais ça n'exclut pas que, effectivement, il y ait éventuellement des bars de la rue de Bussy, encore eux, qui reprennent des conteneurs à verre. Je précise que moi, je paye une taxe de balayage depuis 22 ans rue de Seine. J'ai jamais vu un balayeur, j'ai jamais vu un camion poubelle. Ils ne rentrent pas, puisqu'ils nous disent qu'à cause du sens unique, ils ne peuvent pas tourner. Donc je paye les taxes depuis 22 ans pour absolument rien. C'est moi qui paye mon eau pour nettoyer dans l'hôtel. J'ai jamais vu, bien sûr. Parfait. Merci, Monsieur Blanchot. Vous aviez promis qu'au moment des travaux, Carrefour pourrait garer son camion et pas bloquer la rue pendant 3 heures tous les matins. Mais évidemment, comme vous avez mis des poteaux de fer, pas vous d'ailleurs, mais la voirie a mis des poteaux de fer, le camion continue à bloquer la rue tous les matins. Vous parlez du Carrefour ? Oui. Oui, mais ça, moi je veux bien, écoutez, le Carrefour, ok, mais il y a 25 ans, une de mes premières réunions publiques, le bruit avait couru que le Monoprix Saint-Germain-des-Prés allait fermer. J'avais 400 personnes dans la salle, là, ici, aujourd'hui, prêts à m'arracher les yeux et le reste. C'est le Monoprix Saint-Germain. Le Carrefour, il joue un rôle essentiel. On peut pas, si on supprime le Carrefour, voilà. Donc il faut bien, ce qui dit Carrefour dit livraison par des camions. C'est pas des cigognes qui livrent le Carrefour. Hein. Donc il y a un espace pour se garer maintenant que le trottoir a été refait. Il se gare, il arrive sur le boulevard Saint-Germain, il recule, il est en marche arrière et voilà. Alors c'est vrai que si on inversait la rue de Seine, il pourrait rentrer dans la rue de Seine. Voilà. On va regarder. Puisqu'on a eu des statistiques de verbalisation. Mais il bloquera la rue de Seine, aussi un certain temps. Après, vous avez raison, le chantier du 29 rue de Bussy a été un enfer. C'est un enfer qui se termine, c'est une bonne chose. Et pour finir, j'espère que vous verbalisez de temps à autre. Alors, vous allez me dire que c'est la nuit, il n'y a plus personne, mais entre 2h du matin et 5h du matin, c'est aussi l'enfer avec le Germain, qui a un cinéma en dessous qui s'appelle le Paradisio, qui se transforme en boîte de nuit. J'ai des centaines de photos, des centaines de vidéos. Les policiers ne s'arrêtent jamais. Je les arrête moi-même, parfois je me mets devant la voiture et il ne se passe jamais rien. Les dealers sont là, les batailles de rue sont là, le SAMU est là pour les gens qui ont des comas éthyliques et tout ça continue depuis 10 ans. Bon, alors un point positif dans ce secteur quand même, c'est l'ouverture, la réouverture d'un commerce de fruits et légumes à l'angle de la rue de Bussy et de la rue de Seine. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas un nouveau restaurant, comme ça avait couru. C'est une filiale de Carrefour. Donc Carrefour n'a pas que tous les défauts, même si vous n'êtes sans doute pas, comme moi, actionnaire de Carrefour. Mesdames et messieurs, je crois que nous en avons terminé. Merci de votre patience. Merci à ceux et celles qui sont là. On va continuer à faire en sorte que ce quartier soit peut-être pas forcément ait toutes les qualités, mais en tout cas qu'il ait le moins de défauts possible.